Sais-tu pourquoi un navire flotte alors qu'une pierre ne le peut pas? La pierre, vois-tu, a le regard toujours tourné vers le bas. Je crois que ça va être difficile d'être objectif sur cette série, hein. Moi j'ai l'impression que ça fait 5 ans que Amazon a racheté les droits du Seigneur des Anneaux. Mais bon, on va essayer. On va essayer d'être objectif. Et faut avouer quand même que le début du premier épisode, il est quand même vachement cool. Tu te rends compte qu'il y a quand même un univers qui est quasiment illimité. Ouais, quand ils nous font l'historique d'avant, la vie des elfes avant même que le soleil commence à illuminer la terre, hein, quand le monde des elfes est descendu sur terre, quoi, entre guillemets pour faire simple, c'est cool. Tu vois, c'est simple, c'est juste des enfants qui jouent au bord d'un ruisseau, tu vois une petite fille qui plie un papier, c'est simple visuellement. Mais tu te rends tout de suite compte que, waouh, ça raconte quelque chose. Et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, parce que je crois que tout le monde, non pas tout le monde, beaucoup de personnes, on va rester mesuré, beaucoup de personnes attendent cette série et la comparent à House of the Dragon. Mais l'univers en tout cas, il est incroyable dans les Anneaux du Pouvoir. Tu te rends compte que l'univers il est énormément plus profond que celui de Game of Thrones. Quand je veux dire profond, ça veut dire qu'il remonte à beaucoup plus loin, qu'il y a une mythologie. Je dis pas que l'univers de Game of Thrones il est superficiel, hein. Martin il a travaillé vraiment en s'inspirant du travail de Tolkien. De toute façon il a vraiment travaillé pour faire un univers très étendu, mais là tu sens que voilà, Tolkien il a pensé les choses, il a pensé son univers avant de raconter des histoires. Et puis de toute façon tu sais, il a inventé les langues et il a créé des peuples pour que ces langues soient parlées, et ça se ressent en fait, ça se ressent. Donc bon, un petit rappel rapide des choses, hein. Qu'est-ce qu'on nous apprend là? Bon, on nous apprend rien qu'on ignorait si tu as lu les livres, etc. Mais quand même, ça fait du bien de le voir. On voit donc le grand méchant qui met un terme au bonheur que connaissent les elfes, Morgoth, finit par perdre. Bon, une guerre vraiment sanglante. Sauron qui prend le relais et qui commande les orques. Le frère de Galadriel, en fait, est mort à cause de Sauron. Donc Galadriel, sur le lit de mort de son frère, elle se promet à elle-même de venger son frère. Donc là, l'histoire commence vraiment là où elle traverse le monde à la recherche de Sauron. Bon, bien évidemment, premier épisode, elle va pas le trouver tout de suite. Elle trouve quand même son repère. Et tu sens qu'elle est un peu tyrannique avec les gens qu'elle commande. Elle est commandante et elle est très tyrannique avec eux, avec sa petite troupe. Plus combien ils sont, 4 ou 5. Et elle justifie ça par le fait qu'elle veut le retrouver avant qu'il devienne trop puissant. Parce qu'elle est consciente qu'il se terre dans un coin et qu'il attend juste de mieux maîtriser sa magie pour réattaquer. Et dans ça, elle a pas tort. Enfin, tu vois, ce qu'on va voir dans Le Seigneur des Anneaux plus tard, c'est ça. Elle l'a prévu. Même si ça se passe peut-être des milliers d'années après, ça va se passer. Donc elle était consciente de tout ça. C'est juste que sa manière de faire... c'est un peu excessif, quoi. Mais bon, c'est dans l'histoire. Si tu veux qu'il y ait une histoire, il faut que le personnage soit un peu excessif. Et on l'a connu dans le Seigneur des Anneaux, très sage et dans la retenue. Mais comme j'ai dit, ça se passe des milliers d'années plus tard. Donc forcément, des milliers d'années, elle devient plus sage. Bon, après, en ce qui concerne moi, le personnage de Galadriel, je la trouve pas spécialement convaincante, l'actrice. Je parle de l'actrice, hein. Physiquement, je la trouve pas spécialement charismatique. Quand je la regarde, elle m'inspire rien. Donc ok, c'est censé être la version plus jeune de Galadriel qu'on a déjà connue. Donc ça peut se justifier, ça s'explique. Mais pour rentrer dans une série et dans un univers, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Après, j'ai trouvé quand même que le combat avec le troll des neiges dans le repère de Sauron, il est cool. Même si il est cool pour être cool. Mais bon, on se dit pas qu'une guerrière accomplie comme elle est, Galadriel, elle tenterait ce genre d'action. Mais visuellement, c'est cool, ça met un peu d'action. Le combat, il est quand même assez violent, la mise à mort de l'ennemi et tout. J'avais pas l'impression que... Il y avait des morts, hein, dans le Seigneur des Anneaux, hein, mais il n'y avait pas ce genre de mort-là où vraiment on t'achève au sol et tout. Bon, après, le moment où est sorti le film Seigneur des Anneaux, la trilogie et l'époque des séries aujourd'hui, forcément ça a évolué. Il faut forcément qu'ils se mettent un petit peu là-dedans pour convaincre
convaincre le grand public. Surtout qu'une majorité du public a décidé de comparer un peu ces deux séries. Et de toute façon, les deux séries, House of the Dragon et Les Anneaux de Pouvoir, sortent en même temps. Donc la comparaison, elle va se faire quoi qu'il arrive. Bon, son équipe, ils finissent par l'abandonner parce que, enfin, ils disent on veut pas continuer. Parce qu'ils se sont conduits à leur perte. Ils viennent de combattre un troll des neiges. Ils ont failli y passer. Ils ont passé leur nuit à marcher dans la neige. Tu sens qu'il fait froid. Ils sont dans un endroit où il fait encore plus froid. Et Galadriel, tout ce qu'elle veut, elle, c'est continuer. Du coup, bon, les mecs posent les épées à terre et disent on arrête. Au final, ils rentrent dans le royaume des hauts elfes, dans le haut royaume des elfes. Et Galadriel, elle, au final, on apprend, après une conversation avec Elrond, qu'elle n'a pas respecté la volonté du roi. Donc elle s'en fout, elle veut tout de suite repartir, parce qu'elle est aveuglée par sa soif de vengeance et pour venger son frère. C'est pas vraiment le mal qu'elle veut arrêter, et ça va un peu revenir tout au long de l'épisode, quand elle va parler avec différentes personnes, mais elle veut pas arrêter le mal, elle veut se venger du mal, tout simplement. Là donc, le roi des elfes apparaît, un personnage, voilà, il parle pas beaucoup au début, on le voit pas trop, on le voit assez silencieux, on se demande un peu quel rôle il va avoir dans tout ça. Il décide de récompenser Galadriel et son équipe pour leur permettre d'aller aux terres immortelles de Valinor. Donc ça c'est la récompense absolue pour les elfes. Bon, en vérité il fait ça, et on va l'apprendre par la suite de l'épisode, pour se débarrasser de Galadriel, parce qu'en fait il a juste peur que Galadriel et sa soif de vengeance, sa soif de terrasser le mal, ne fassent rien d'autre que de raviver le mal qui existe. Donc au début elle refuse, c'est pas très étonnant, et ça fait référence à la première scène, enfin à l'une des premières scènes qui ouvre cet épisode, qui se passe dans la jeunesse de Galadriel, où son frère justement, il lui dit que il faut choisir entre l'obscurité, entre les ténèbres et la lumière. Et on va apprendre après plus tard qu'il dit que parfois, pour différencier la lumière des ténèbres, il faut avoir goûté aux ténèbres. Et en fait, cette phrase, elle va résonner pendant tout l'épisode, et dans les choix que va faire Galadriel, elle va avoir une place importante. Donc, elle discute avec Elrond, on sent qu'elle a une relation spécifique avec Elrond, qui sont très proches. Et c'est l'un des premiers à lui faire comprendre qu'elle est égoïste et que d'autres elfes meurent à cause d'elle pour sa soif de vengeance et de justice. Donc, et sans surprise, au dernier moment, Galadriel, elle va choisir de continuer son combat plutôt que d'aller au royaume béni. Et ça, c'est pas étonnant. Et du coup, tous les elfes de son équipe, de son groupe, partent sans elle, et elle se retrouve dans l'eau, seule au milieu de nulle part, et on se demande comment elle va faire pour à la nage retourner sur Terre. Des voyageurs en cette saison en plus. Oh, c'est un présage, je vous le Mauvais, dis. mauvais. Aussi mauvais que possible. Moi, ce que j'ai quand même aimé dans cet épisode, c'est que voilà, le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, cet univers-là, c'est quelque chose de très riche qui s'adapte très bien au monde de la série, parce qu'on peut développer ça en détail, et on voit quand même que c'est développé, qu'on apprend des choses, qu'on découvre peut-être des choses qu'on connaissait, qu'on avait lues, mais là on les voit en images, et franchement c'est cool. Et du coup on s'intéresse à tous les groupes qu'on a l'habitude de voir dans le Seigneur des Anneaux, enfin quasiment tous les groupes dans ce premier épisode. Et on s'intéresse aux pieds velus, les pieds velus qui sont les ancêtres des hobbits. Donc on voit qu'ils sont encore plus sauvages que les hobbits, Ils sont très méfiants envers les autres, envers ceux qui ne sont pas des pieds velus, et ils vivent reclus. Et on sait que les ancêtres des hobbits étaient un peuple nomade, et là on voit direct, dès la première scène qui les introduit, que dès qu'il y a des voyageurs qui passent, ils se cachent, etc. Et ils parlent souvent de migration, va peut-être falloir migrer et quitter l'endroit où on est là. Donc ça c'était super intéressant, parce qu'on découvre vraiment des habitudes, des secrets sur un peuple. Même si c'est un peuple qu'on n'avait pas encore vu dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est les ancêtres des Hobbits. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais
bon, je vais revenir après, mais c'est l'une des seules choses que j'ai trouvé intéressante pour eux. Je crois qu'il y a un moment, ils étaient pas sûrs de mettre les pieds velus dans la série. Ils apportent des choses positives, mais parfois, moi, ils m'ont un peu ennuyé quand même. Bon, alors après, t'as quand même Nori, parce que Nori, c'est le personnage qui veut aller voir au-delà de leur campement. Elle est curieuse et tout. Bon, ce personnage-là qui a soif d'aller voir ailleurs, on l'a vu dans 1000 histoires différentes, dans 1000 contextes différents. C'est pas très novateur. Ça m'a paru un peu banal en fait. Y a qui d'autre comme personnage notable? T'as Sadok. Donc Sadok qui est censé un peu analyser les signes pour savoir s'il est temps de partir et de migrer. Parce que vraiment, c'est un peuple nomade. Hein. Là, ils sont dans un endroit qui a l'air de leur convenir. Ils hésitent à partir. Mais il y a plein de signaux qui apparaissent qui leur font dire que ça sent pas bon ce qui est en train de se passer. Et en effet, à la fin de l'épisode, t'as une boule de feu qui traverse le ciel, qui va éclater pas très loin de leur campement. Et évidemment, Nori, qui est la plus aventurière, c'est elle qui va découvrir la boule de feu, qui s'écrase. Et au milieu du cratère enflammé, elle a l'impression, elle, de voir un géant qui est au milieu de l'impact. Laisse tomber, oreille pointue. C'est qu'un peu de mauvaise herbe, c'est tout. Ils sont tous morts depuis un siècle, ceux à qui vous nous associez. Quand allez-vous enfin laisser le passé derrière? Donc ensuite, on va aller s'intéresser aux humains. J'ai trouvé ça très intéressant, la situation des humains, parce qu'on voit que les hommes, du coup, sont sous la responsabilité, la surveillance des elfes. Il y a des postes avancés des elfes dans les territoires des hommes, et ils viennent au rapport, pour demander ce qui s'est passé, pour voir si tout se passe bien. Donc, on apprend que si les elfes surveillent les hommes, c'est parce que les ancêtres des hommes qui vivent actuellement, leurs ancêtres étaient alliés à Morgoth. Donc, les elfes les surveillent parce qu'ils n'ont pas trop confiance en eux. On suit en fait ça par Arondir, qui est un elfe et qui va surveiller un campement, et on se rend compte, un village plutôt, et on se rend compte rapidement qu'il y a une petite relation naissante avec une humaine qui s'appelle Bronwyn. Donc voilà, petite relation interdite, ça aurait pu être un peu cliché ça aussi, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant et bien fait. Cependant, vu que Galadriel revient de la cachette de Sauron, le roi des elfes, lui, prend ça comme une preuve que le mal n'existe plus. Du coup, il envoie Galadriel dans le royaume béni. Du coup, pour lui, il justifie ça, que la guerre est finie, donc les elfes qui sont en avant-poste et qui surveillent les hommes peuvent rentrer au royaume des elfes. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais Arondir, qui a commencé à créer une petite relation avec Bronwyn, forcément, lui, il le vit mal, ça. Il a envie de rester auprès d'elle parce qu'il est amoureux. Et dans un contexte où les relations elfes-humains, c'est pas forcément bien vu, c'est même très bien vu. On a le chef, le protecteur de la région, Révion. Il a une discussion avec Arondir et il lui dit: tu devrais être content de rentrer chez toi parce que tu vas avoir une meilleure vie. On apprend qu'Arondir, ça fait 79 ans qu'il surveille ces humains-là, donc forcément il s'est attaché à eux. Mais Révion, lui, il lui dit clairement: il faut te méfier des humains. Et si on surveille les humains, c'est pas parce que leurs ancêtres étaient avec Morgoth, c'est parce que les humains encore aujourd'hui sont mauvais. Donc on voit en fait qu'il y a un point commun entre Galadriel et Arondir, c'est que les deux n'acceptent pas leur sort. Et indirectement, les actions de Galadriel ont eu un impact sur Arondir et leur destin s'est un peu lié. Et à la fin de l'épisode, en parallèle, où tu vois la boule de feu qui va arriver près du campement des pieds velus, on voit Orden en train de brûler sous les yeux de Arondir et Bronwyn, qui sont partis à l'aventure parce qu'il y a une vache du village qui est tombée malade, qui s'était aventurée un peu trop loin, qui avait mangé de toute évidence quelque chose de pas bon, qui l'a rendu malade. Arondir, il comprend tout de suite que ça sent pas bon, et en effet, ils arrivent à Ordern, et ils voient que tous les êtres humains, tous les hommes de ce village ont disparu, et que le village est en feu. Et l'épisode finit là-dessus.